Bien, bonjour à toutes et à tous, et ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc c'est la troisième séance de live LinkedIn sur la planification écologique. Les deux premiers, on avait présenté d'abord le plan dans son ensemble. Comment fait-on à la fois pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre, pour protéger la biodiversité, pour mieux gérer nos ressources naturelles, pour mieux s'adapter au changement climatique et protéger aussi la santé avec les enjeux de santé et environnement. On avait ensuite fait un zoom sur tous les enjeux de territorialisation avec les COP, vous savez, qui ont été engagés dès novembre dernier. J'en profite là pour faire une petite actu sur le sujet, puisque vendredi dernier, avec Christophe Béchu, nous avons lancé la COP dans la région Pays de Loire, ainsi que dans la région Corse. Et donc maintenant, on est quasiment au bout de l'ensemble des régions françaises, à la fois métropolitaines et ultramarines, qui sont engagées. Il ne reste plus que l'Île-de-France, la Bretagne et la Guyane. Et le compte sera bon. Donc vous voyez que la mobilisation territoriale est vraiment lancée. C'est vraiment une très bonne chose que je voulais vous partager. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de faire un zoom sur la question des bâtiments dans leur ensemble. Les bâtiments, d'ailleurs, ça n'est pas que le logement, je tiens à le dire dès le début, c'est aussi l'ensemble des bâtiments du tertiaire, et donc c'est à la fois privé, mais aussi public, celui de l'État, celui des collectivités, et c'est tout ça qu'on va regarder ensemble. On va faire comme la dernière fois, comme les autres fois, donc à la fois un petit propos introductif au début, et puis ensuite prendre un maximum de questions. J'ai sous les yeux les questions que vous posez, donc n'hésitez pas à poser vos questions, et puis je répondrai un maximum, et on rendra cette vidéo disponible du coup en replay pour ceux qui n'ont pas pu se joindre sur le direct. Alors la question des bâtiments dans la planification écologique, elle est importante. Elle est importante, et là on peut peut-être mettre à l'écran la première figure là, qui montre un peu tous les enjeux multiples. Donc à la fois on a des enjeux de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, 17% des émissions de gaz à effet de serre en France, les émissions directes, sont liées à l'exploitation des bâtiments. Mais c'est aussi un enjeu d'adaptation au changement climatique. Là aussi, un exemple pour l'illustrer, il y a à peu près 10 millions de logements qui sont aujourd'hui concernés par les risques de retrait et de gonflement des argiles. Et donc ça, avec le changement climatique, ça va être de plus en plus important demain. Le secteur des bâtiments, c'est bien sûr un secteur qui pèse beaucoup sur nos ressources naturelles, puisqu'il faut des matériaux pour pouvoir les construire. Et donc, il y a 51 millions de tonnes de matériaux qui sont consommés pour la construction de bâtiments chaque année. Et donc là, il y a tout un enjeu de le faire évoluer. C'est un enjeu aussi de biodiversité. Vous savez qu'un des leviers importants pour protéger la biodiversité, c'est la question de la lutte contre l'artificialisation des sols. Et donc, il y a 2/3 de l'accroissement chaque année des terres artificialisées qui sont liées à la construction de bâtiments. Et puis, c'est aussi un enjeu de santé environnement, les bâtiments. Il y a notamment des enjeux de qualité de l'air intérieur qui se posent. Et donc, on estime à peu près à 19 milliards d'euros, cette estimation d'experts, le coût humain et financier de la pollution de l'air intérieur aujourd'hui. Donc ça vous donne un champ un peu large qui montre que la question des bâtiments, ça n'est pas uniquement celle du climat, même si le sujet climatique est important. Et donc, dans le plan, on s'est fixé des objectifs sur chacune de ces dimensions. Premier objectif, baisser les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment à l'horizon 2030. On cherche à gagner 44 millions de tonnes de CO2 par an en moins à l'horizon 2030. C'est une baisse de quasiment 60%. Donc c'est vraiment un pas important qu'on a à franchir et c'est très structurant. Il n'y a pas uniquement les gaz à effet de serre, on cherche aussi à baisser la consommation d'énergie. Là, dans le plan, on cherche à baisser de 10% de façon pérenne la consommation d'énergie dans les bâtiments. Ça correspond à peu près à 87 TWh d'énergie consommée en moins. On a par ailleurs l'objectif de réduire le rythme de l'artificialisation. C'est des sujets qui ont été largement commentés, le fameux ZAN qui est bien connu. Donc derrière ZAN, souvent le Z de ZAN donne un peu à confusion. C'est-à-dire ce qu'on cherche dans un premier temps à faire, c'est de réduire, diviser par 2 l'augmentation de l'artificialisation à l'horizon 2030. Donc c'est ça qui va nous préoccuper dans un premier temps. Et le sujet de zéro artificialisation nette, lui, c'est une perspective de plus long terme à l'horizon 2050. Quand on parle de bâtiment, on parle aussi de transition juste, on parle aussi de précarité énergétique. Donc on a un autre objectif important qui est de baisser le nombre de passoires énergétiques, qui sont souvent celles aussi dont sont victimes les ménages les plus modestes. Donc il faut accélérer la réduction de passoires et on vise de les baisser de 60% à l'horizon 2030. Et puis il faut continuer à adapter le bâti au changement climatique. Donc là, il y a un avion qui vient de survoler du coup Paris en faisant beaucoup de bruit et qui m'a un peu perturbé, pardon. Donc l'adaptation au changement climatique, c'est bien sûr des sujets de retrait gonflement d'argile, mais pas que. Et donc il y a d'ailleurs, j'en profite pour dire que le plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC, le 3e, va être prochainement mis en consultation. Là, il y a toute l'équipe de Christophe Béchu qui est en train de œuvrer pour que début avril, on puisse le mettre en consultation.
Donc vous voyez que c'est un enjeu multiple. Si je fais maintenant un zoom sur un des sujets importants qui est la baisse d'émissions de gaz à effet de serre, on peut peut-être mettre à l'écran du coup ce qui est la baisse attendue des gaz à effet de serre et puis où on en est concrètement. Vous voyez que les émissions de gaz à effet de serre du secteur du bâtiment, ça je pense que c'est un point important, ont baissé et continuent à baisser de façon assez rapide, mais il faut continuer à maintenir le rythme et ne pas ralentir. Donc là, vous voyez sous les yeux ce qu'ont été les évolutions historiques depuis 2017. Vous voyez qu'on a en 2023 plutôt un bon résultat, meilleur que l'objectif qu'on s'était fixé en termes de baisse d'émissions de gaz à effet de serre, mais qu'on a encore une baisse très significative à faire les prochaines années pour arriver aux 30 millions de tonnes de CO2 qui sont l'objectif en 2030. J'en profite là d'ailleurs pour me réjouir que des chiffres qui ont été publiés aujourd'hui par le CITEPA sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre au total au niveau national, puisqu'en 2023, on a baissé de 4,8% nos émissions de gaz à effet de serre, tous secteurs confondus par rapport à 2022. Et ça, c'est un résultat historique. Historique parce qu'on a enfin atteint le bon rythme de baisse annuelle des gaz à effet de serre qui nous permettra d'atteindre notre objectif de moins 55% en 2030. Donc là, on va être amené à publier dans les prochains jours un peu plus de détails et remettre en perspective tous ces chiffres-là. Mais d'ores et déjà, je voulais le signaler et en insistant sur le fait que il y a bien sûr quelques éléments conjoncturels parce que la météo a été particulièrement clémente en 2023, mais cette baisse, elle est avant tout une baisse structurelle et donc c'est une bonne chose dont il faut se réjouir pour le futur. J'en profite, parenthèse dans la parenthèse, pour signaler que nous avons mis en ligne la semaine dernière le nouveau tableau de bord d'indicateurs de suivi de la planification écologique et donc qui rassemble, là on est à près de 250 indicateurs qui sont à la fois des indicateurs sur chacun des leviers, qui montrent du coup où on en est concrètement aujourd'hui, qui montrent aussi quelle est la trajectoire qu'on doit suivre année après année pour arriver à délivrer le plan et qui donne, et donc c'est important que ça soit année après année parce que ça vous permet à vous tous de vérifier ce qui fonctionne et ce qui est bien mis en œuvre. Si je continue du coup à faire mon zoom sur les bâtiments, je pense que c'est important de partager avec vous de quoi on parle concrètement. Donc là, vous avez un petit schéma qu'on peut montrer à l'écran qui est du coup celui de la répartition des surfaces. Donc de quoi parle-t-on quand on parle des bâtiments ? On parle aux 2/3 de logements et pour 1/3 de bâtiments tertiaires. Dans les logements, vous voyez qu'il y a la moitié du sujet, c'est les maisons individuelles. Et donc 1/3 du total, c'est les maisons individuelles. Un autre tiers du total, c'est les logements collectifs, avec une partie de copropriété et puis une partie de parc social. Et après, l'autre partie du sujet, donc le tertiaire, qui pèse pour le 3e tiers du coût des surfaces, c'est pour moitié du tertiaire privé, donc ça va être des locaux commerciaux, ça va être des piscines, des locaux de services publics, etc. Pardon, du privé, donc des locaux commerciaux. Et pour moitié du tertiaire public. Et donc là, le gros du tertiaire public, c'est celui des collectivités locales et puis celui de l'État aussi qui pèse pour 8% au total. Donc vous voyez bien qu'il ne faut pas éviter de tomber dans la simplification de le bâtiment, c'est le logement, donc il y a toujours un sujet tertiaire qui est important, et au sein du tertiaire, on a une part publique qui pèse à peu près la moitié. Dernier élément aussi de contexte, et ça c'est un autre petit schéma qu'on peut montrer à l'écran, qui est de quelles émissions parle-t-on quand on parle d'émissions des bâtiments. Il faut vraiment avoir conscience, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas totalement intuitif, que les émissions d'un bâtiment, c'est pour 65% les émissions de fonctionnement, donc le chauffage, le refroidissement, quand il fait trop chaud l'été, et donc des sujets à la fois de consommation d'énergie et puis de gaz fluoré. Mais c'est aussi pour quasiment 1/3 des émissions au moment de la construction des bâtiments, et puis qui sont liées aussi aux émissions indirectes liées à l'artificialisation. Et donc il faut bien avoir ça en tête, il y a à la fois des émissions directes, mais il y a aussi des émissions qu'on ne mesure pas chaque année, qui sont liées à la phase de construction, et c'est bien sur l'ensemble de ces sujets-là qu'il faut travailler. Alors, ce qui fait le gros de l'émission, vous voyez bien sur ce petit graphique-là, c'est la question à la fois, c'est la consommation d'énergie pour notamment le chauffage. Et donc là, je pense que clairement le plan, il a plusieurs piliers. Un premier pilier qui est la sobriété, donc il faut essayer d'éviter des consommations d'énergie qui sont inutiles. Et donc là, j'y reviendrai, mais ce qui a été mis en place notamment depuis 2021 sur la sobriété énergétique porte ses fruits. Et donc on a maintenant une baisse structurelle, on peut dire, de quasiment 10%, un peu plus de 10% de consommation d'énergie qui s'est installée. Donc ça, c'est vraiment un point important. On commence par la sobriété. C'est des sujets pour l'amplifier, la sobriété, c'est des sujets de rénovation énergétique. Donc comment est-ce qu'on isole mieux les bâtiments?
Et puis, c'est aussi un sujet de changement de chauffage, donc de vecteur. Et donc là, vous voyez, il y a un petit graphique qui remet les ordres de grandeur en place. On peut montrer sur les différents types de chauffage, vous pouvez comparer du coup les émissions pour une quantité d'énergie donnée de chauffage, les émissions à la fois du fuel, donc qui sont très fortes, du gaz naturel, qui est celui qu'on trouve dans le réseau, et puis après vous avez les consommations qui sont liées au réseau de chaleur. Donc le réseau de chaleur, les émissions dépendent de ce qui alimente les réseaux de chaleur. Donc il y a en France une grosse partie maintenant des réseaux de chaleur qui sont sur base d'énergie renouvelable, mais certains qui sont encore sur base d'énergie fossile, donc là il faut encore y travailler. Et puis vous avez après les moyens qui sont liés à l'électricité avec les radiateurs du coup simples, et puis ce qui est le plus performant, c'est les pompes à chaleur. Vous voyez ici à 30 grammes de CO2 pour 1 kW de chauffage. Et puis tout en bout, tout à droite, vous avez la question du chauffage au bois, qui fera partie du coup du mix énergétique pour se chauffer. Mais le bois, il y a aussi un enjeu transversal qui est la disponibilité de la ressource en biomasse, sur lequel je suppose qu'on aura l'occasion de revenir dans les questions. Peut-être pour ne pas être trop long en propos introductif, mais néanmoins se dire qu'est-ce qui marche, où on en est aujourd'hui. On a publié sur le site du SGPE, on mettra le lien, tout un document de bilan sur ce qui s'est passé depuis 2019 en matière de planification, de résultats de transition écologique dans le secteur des bâtiments. Et vous y trouverez notamment un petit graphique qu'on peut voir ici avec des bulles, qu'on peut mettre à l'écran, qui montre qu'entre 2019 et 2022, on a baissé de 12 millions de tonnes de CO2 les émissions de gaz à effet de serre en France, en bâtiment. Et ça, ce qui est intéressant, c'est de regarder dedans qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins marché, où on en est concrètement. Alors, ces 12, ça se décompose en plusieurs parties. D'une part, on a continué, depuis 2019, à construire des nouveaux logements, donc il y a des surfaces qui s'étendent, et donc il y a une partie d'augmentation de la consommation en chauffage liée à la hausse du coût de la surface de bâtiment en France. Ça pèse pour plus 2,2 millions de tonnes de CO2. Après, on a des facteurs plus conjoncturels. On a eu des années depuis 2019 de météo qui étaient plus favorables, et donc quand on regarde et qu'on corrige tout cela, ça correspond à peu près à 3,5 millions de tonnes de CO2 évitées, qui sont liées au fait qu'il a fait plus chaud, et donc de ce fait, on a moins consommé d'énergie de chauffage, et donc on a émis moins de gaz à effet de serre. Il y a un débat qu'on pourrait avoir d'ailleurs dans les questions, qui est de se dire à quel point cette hausse, elle est purement conjoncturelle, ou est-ce qu'elle ne commence pas à être déjà structurelle, dans la mesure où le réchauffement climatique, malheureusement, est d'ores et déjà une réalité, et donc on a mécaniquement en moyenne moins besoin de chauffage chaque année, et ça se voit du coup dans les émissions et la consommation d'énergie fossile. Après, vous avez le structurel. Le structurel sur tous les changements de comportement. Donc tout à droite, c'est la sobriété, moins 2,1. Et puis en vert, sur le petit graphique, vous avez ce qui est lié au changement de chauffage et à l'isolation. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que la moitié de l'effort de baisse sur la période, là, 2019-2022, c'est le résultat de ce que nous tous avons fait en matière de changement de chauffage, d'isolation des bâtiments, de rénovation énergétique. Ça a rapporté, ça a permis d'économiser 6,2 millions de tonnes de CO2. À ça s'ajoute notamment un sujet important dans le tertiaire, qui est tous les dispositifs de refroidissement qui aujourd'hui utilisent des gaz fluorés, qui ont des pouvoirs réchauffants très élevés. Et donc l'amélioration des dispositifs, leur efficacité, moins de fuites sur les fluides frigorigènes, ça a conduit du coup à une baisse de 2,4 millions de tonnes de CO2 équivalent les émissions. Donc c'est ça la réalité de ce qui s'est passé au cours des dernières années. Et donc cette tendance-là, vous avez dans le petit document que j'ai évoqué pas mal de détails, je ne vais pas rentrer là ici, mais on pourra dans les questions y revenir, et qui vous permet de montrer comment tout cela s'accélère. Ce que je vous propose là, c'est de passer aux questions. Donc là, il y a d'ores et déjà une série de questions qui ont été posées. Alors, il y a une question de Nicolas qui demande quel est le plan pour le bâtiment et pour le logement dans les territoires ultramarins, quels enjeux et priorités d'action. Alors peut-être deux éléments de réponse là-dessus. D'une part, ce que je vous dis là, c'est les grandes tendances générales qu'on a sur l'ensemble du territoire qui inclut les territoires ultramarins. Alors bien sûr, dans une partie des territoires ultramarins, le sujet de la climatisation est plus prégnant que le sujet du chauffage, quoique du coup on a dans les territoires ultramarins Saint-Pierre et Miquelon, dans lequel la question du chauffage est une question aussi importante. Mon point est de dire que chaque territoire peut être assez différent, et c'est pour ça qu'on a lancé les dispositifs de COP. Donc la COP, c'est l'occasion de se dire, et concrètement, dans mon territoire, ça veut dire quoi pour moi, quelles sont les particularités et quelles sont les actions à mettre en place. Et donc,
on a, pour l'ensemble des territoires ultramarins, à l'exception de la Guyane, mais ce sera l'affaire encore là de quelques jours, le temps de lancer la COP, fait ce travail du coup territoire par territoire, et donc ça existe aussi dans ces territoires ultramarins. Alors, il y a une question de Cécile qui demande si les indicateurs permettant de mesurer les leviers, notamment de décarbonation, sont calculés à l'échelle des EPCI et mis à disposition, et si oui, quand? Alors, ça me permet de faire un petit zoom sur l'état de la situation sur les indicateurs et la maille territoriale à laquelle on travaille. Donc, on a mis sur le site internet, le nouveau tableau de bord, les données qui sont nationales. Dans le cadre des COP territoriales, on a produit des données qui sont à la maille des régions et des départements. Et à ce stade, on n'est pas, nous, SGPE, descendus à une maille intercommunale. Par contre, il est tout à fait possible, dans le cadre des COP, de travailler là-dessus, et nous, on est à votre disposition pour accompagner cela, de façon à ce que les données soient aussi mises sur la table et qu'elles puissent être utilisées. Et puis, il y a par ailleurs des observatoires qui existent, avec lesquels qui sont quelque part nos partenaires. Généralement, il y a un observatoire par région des émissions, et eux ont des données qui peuvent être plus fines. Avec, si je suis complet, des questions en cours d'études et de traitement, puisque souvent, chacun a des façons un peu différentes de mesurer les choses. Donc là, je vous invite tous, quand on compare les chiffres, à bien vérifier ce qu'on compare pour que ça soit vraiment la même méthode et des éléments comparables. Alors, il y a une question qui est posée sur quels sont les objectifs de rénovation énergétique pour les entreprises. Donc là, derrière, c'est ce que j'appelais dans la présentation la question du tertiaire. Donc là, le tertiaire privé, qui est la moitié de l'ensemble des bâtiments tertiaires. Donc, c'est les mêmes objectifs de baisse de 60% globalement des émissions de gaz à effet de serre. C'est à l'horizon 2030, absolument. C'est cohérent avec aussi ce que sont les obligations réglementaires du décret tertiaire et puis les autres textes européens qui s'ajoutent. Donc là, l'enjeu, je pense qu'il faut se dire les choses, c'est que pour l'instant, le tertiaire, de ce qu'on en voit côté État, il y a un peu de retard à l'allumage. Et donc, de ce fait, le cadre réglementaire existe, mais il fixe un objectif à 2030. Et donc là, il s'agit de se mobiliser un peu plus fort pour arriver d'ores et déjà à engranger des travaux de rénovation, de changement de chauffage, etc., pour qu'on ne constate pas 2 ans avant l'échéance que la masse des travaux restants est trop importante et qu'on soit au bon rythme. Et donc là, c'est un axe de travail assez fort qu'on a côté SGPE avec l'ensemble des services de l'État et les fédérations d'entreprises notamment, pour se dire comment on fait pour améliorer ça sur le rythme de décarbonation sur le tertiaire. Et puis le tertiaire, il faut qu'on parle aussi du tertiaire public. Lorsqu'on demande aux entreprises, on se l'applique aussi au pouvoir public, donc à la fois collectivité et État. Côté État, du coup, il y a le fameux plan État exemplaire dont certains ont dû avoir connaissance, donc qui va être sur lequel qui avait été fait l'objet d'une annonce d'Elisabeth Borne quand elle était première ministre, sur lequel il y a des plans d'action très opérationnels qui ont été remontés à la fois par les différents ministères, par les différentes préfets de région. Et donc, il va y avoir, je crois que c'est la semaine prochaine, du coup, une séance où on va rendre tout ça très opérationnel. Il y a des crédits qui ont été mis. Donc, on a la même ambition côté État que ce qu'on demande aussi à tout le reste de la société de faire sur le sujet. Et ce que je vous dis pour l'État vaut aussi pour les collectivités locales. Et donc, il y a, si je prends un exemple, qui est par exemple celui des écoles, un plan de rénovation énergétique des écoles qui a été enclenché, sur lequel le gouvernement a mis d'ailleurs 600 millions d'euros en 2024 pour accompagner un certain nombre d'opérations de collectivités et sur lequel il faut continuer à accélérer. Ensuite, il y a une question qui est posée sur comment comptez-vous mener à bien les objectifs de rénovation énergétique des bâtiments avec un budget qui ne dépassera pas les 3 milliards alors que 4 milliards avaient été annoncés. Donc là, c'est la question un peu générale de l'évolution de MaPrimeRénov' et donc de savoir quels sont les chiffres au final, ce qu'il en est et quelle est la situation. Je pense qu'il faut bien remettre les choses un peu en perspective, c'est-à-dire qu'on a besoin, du point de vue de la planification énergétique, écologique, d'accélérer le nombre de rénovations que l'on fait, à la fois des rénovations avec des gestes simples, type changement de chaudière, et puis surtout des rénovations performantes, de façon à ce qu'on fasse aussi l'isolation correctement. C'est pour ça qu'on avait annoncé l'année dernière une augmentation sans précédent du budget de MaPrimeRénov'. Donc c'était plus 1,6 milliard d'euros par rapport à l'année dernière, qui était une bonne année quand on regarde l'historique. Je pense qu'il faut se remettre avec un peu de recul. Dans les précédents d'ailleurs gouvernements, il y avait eu des annonces qui avaient été faites et puis il y avait eu un objectif qui était d'atteindre enfin 200 000 puis 400 000 rénovations par an. Cet objectif il a été largement dépassé. Donc là, on a été en 2022 à 700 000 rénovations. On était
entre 500 et 600 000 rénovations l'année dernière, donc on est sur un bon rythme en volume. Par contre, il faut améliorer la qualité de la rénovation. Ce qui s'est passé et donc pour ça, on a fait évoluer la prime rénov, et notamment pour mieux prendre en charge les travaux, notamment pour les ménages modestes, et mieux prendre en charge les travaux lourds de rénovation performante des logements. Ce qui s'est passé au début de l'année, c'est qu'on a observé qu'il y avait une très forte baisse du nombre de dossiers déposés, donc de demandes de travaux. Ce qu'on explique, nous, par deux choses. La première, c'est un contexte général du secteur du bâtiment qui est difficile en ce moment, parce que vous savez que les coûts ont augmenté, parce que l'accès au crédit est plus difficile, et donc le secteur du bâtiment dans son ensemble est ralenti, et donc ça se voit non seulement sur la construction neuve, un sujet qui est souvent largement commenté dans les médias, mais aussi sur la rénovation énergétique et le nombre de travaux qui sont demandés par les ménages. Et puis par ailleurs, deuxième facteur d'évolution à la baisse, c'est qu'on a été un peu plus exigeant dans la qualité des travaux qui étaient nécessaires. On s'est dit, c'est important que les travaux d'isolation ils soient efficaces, donc qu'ils soient dans des rénovations performantes et globales, que quand on change une chaudière, il vaut mieux changer... C'est pas terrible de changer la chaudière si le logement reste une passoire. Donc du coup, quand on est dans une passoire, on ne peut pas seulement changer la chaudière, mais la chaudière est rénovée. Ça nous avait conduit du coup à donner des conditions un peu supplémentaires sur l'attribution des aides en début d'année. Et donc sous ce double effet du changement de ce type d'aide et de l'activité économique dégradée, notamment de l'accès au financement, le nombre de demandes de travaux s'est effondré en début d'année. Et ça conduit à constater qu'on n'arriverait pas en 2024 à atteindre le bon volume de travaux et donc du coup la dépense correspondante. Et ça nous a conduit à dire, on n'arrivera pas à dépenser 1 milliard d'euros sur les 5 milliards qui avaient été donnés à la rénovation en 2024. D'où le moins 1 milliard. Mais j'insiste vraiment sur le fait que ce moins 1 milliard ne s'est pas traduit par un durcissement ou une réduction du soutien que le gouvernement apporte à chaque ménage. Les taux de prise en charge sont restés les mêmes et ont été améliorés au début de l'année. On en a profité il y a 10 jours, c'est Christophe Béchu et Guillaume Casbarian qui l'ont annoncé, pour resimplifier un peu le dispositif et permettre, à titre transitoire pour 2024, qu'on puisse continuer à faire des changements de chaudière simples, quelle que soit l'étiquette du bâtiment, et puis continuer aussi à soutenir des travaux des gestes simples d'isolation. Donc mon message, si je résume peut-être de façon simple, c'est de se dire, il y a un secteur, une filière qui a des difficultés aujourd'hui sur les volumes de travaux. Du coup, ça conduit à une dépense moindre, et c'est ça le milliard d'économies. Mais que dans le même temps, on continue à soutenir massivement chaque ménage et on ne réduit pas l'aide par Français de façon à continuer le mouvement et arriver à obtenir du résultat. Alors, il y a une question qui est pourquoi ne pas compter davantage sur la sobriété dans la planification écologique du secteur du bâtiment. Ça fait référence au petit graphique que je vous ai montré qui montre que sur les 12 millions de tonnes de CO2, il n'y en a que 2 qui sont sur lesquels on affiche liés directement à la sobriété. Après, il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que là, qu'est-ce que la sobriété dans le bâtiment ? C'est avant tout une question de chauffage l'hiver et c'est le fait de se dire quelle est la température de référence qu'on se fixe. Les fameux 19 degrés qui sont l'objectif qu'on s'est collectivement fixé comme étant la température de confort. Et donc, pour l'instant, ce qu'on a mis dans le plan, c'est le fait que tout le monde arrive à ces 19 degrés et le tienne dans la durée, indépendamment de la crise qu'on avait pu avoir liée à la guerre en Ukraine et l'explosion du prix du gaz en 2022. Et donc, par ailleurs, en plus de cette action-là, donc c'est ça qui rapporte, entre guillemets, une baisse de 2 millions de tonnes de CO2 par an de façon pérenne dans le temps. Après, donc sobriété, on l'a limité à cette définition-là. Par ailleurs, tous les travaux de rénovation et donc d'efficacité énergétique, ils vont s'additionner à tout cela. Alors, il y a une question il y a plusieurs questions qui portent sur le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, qui donne les étiquettes, A, B, C, D, E, F, E, F, G, avec plusieurs questions. Une question de Max Erwan qui dit « Ne risque-t-on pas de ralentir le flux de rénovation énergétique avec la modification du calcul du DPE pour les petits appartements qui baisse artificiellement le nombre de passoires thermiques ?» Donc là, vous faites référence à ce qui a été une évolution, une dernière évolution du coup à la méthode de calcul du DPE. Alors, de quoi s'agit-il concrètement ? Il s'agit en fait du cas quand le DPE, qu'est-ce qu'il regarde ? Il regarde les consommations d'énergie du logement. Donc il y a bien sûr le chauffage dont j'ai parlé, mais il y a aussi l'eau chaude sanitaire notamment, à la fois pour prendre sa douche, pour faire la vaisselle, etc.
Dans les petites, donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut une taille minimale d'installation, notamment pour l'eau chaude sanitaire dans chacun des bâtiments. Ce qu'on a observé, c'est que dans les petites surfaces, qui consommaient du coup très peu de chauffage en valeur absolue, du coup le poids notamment de la partie eau chaude sanitaire, du coup était très important et était un peu incompressible dans la mesure où il y a un chauffe-eau, etc., ça a une taille minimale. Et donc de ce fait, ça conduisait à basculer en passoire un très grand nombre de petites surfaces. Donc ça, il y a eu un facteur correctif qui a été mis là. Peut-être pour rassurer Max Serwan, c'est que oui, ça sort un certain nombre de passoires, enfin de logements du champ des passoires. Pour autant, c'est un très faible volume par rapport au total. Je crois de mémoire, mais je risque de dire une erreur. C'est de l'ordre de 150 000 logements sur les plus de 5 millions de passoires. Donc ça n'est pas rien, 150 000. Par contre, ça ne change pas l'ordre de grandeur. Et donc, ça a très peu de conséquences immédiates sur le flux de rénovation énergétique dans les travaux. Il y a une question du coup de Johan qui demande où en est-on de la mesure d'interdiction de location-vente des logements passoires énergétiques pour les DPE, GFE. Donc là, les échéances qui ont été votées dans la loi climat et résilience fin du premier quinquennat n'ont pas été changées. Donc il y a pour ce qu'on appelle les G+, donc il y a une obligation qui s'applique depuis le 1er janvier 2024. Et puis le reste de l'échéancier est tenu, à la fois avec les passoires G, puis F, et puis en 2034, on passera à E. Donc il n'y a pas eu de changement dans les dates. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'accélérer l'accompagnement pour ne mettre personne dans une impasse. Je tiens à préciser, pour être très clair ici, c'est-à-dire que quelqu'un qui habite aujourd'hui dans une passoire garde son logement à l'échéance du coup de la date de l'interdiction de location des passoires thermiques. C'est-à-dire qu'on ne va pas imposer à des gens qui habitent dedans de quitter le logement. Par contre, ça permet à l'habitant, qui est du coup le locataire, de pouvoir exiger de son propriétaire un certain nombre de travaux pour pouvoir améliorer la situation du logement. Il ne faut vraiment pas se tromper, c'est un dispositif qui vise à protéger les locataires, notamment pour les protéger de prix excessifs de la facture. Alors, il y a des questions ensuite, une question de Raphaël. Quelle perspective pour réduire les obligations de proximité des bâtiments historiques qui empêchent les panneaux solaires, même si non visibles, et la peinture des toits en blanc sur Paris? Alors là, il y a un peu deux sujets dans ce que vous dites. Il y a des sujets qui sont liés vraiment à des règles du PLU, et donc du coup, je ne me prononce pas en particulier sur Paris parce que chaque territoire est différent, et donc là, c'est la mairie ou l'intercommunalité qui définit ces règles-là. Et donc, de ce fait, chaque situation est un peu différente. Et donc là, il faut vraiment, pour le coup, se tourner vers vos collectivités locales sur l'évolution de ces règles-là. Et puis après, il y a des sujets plus généraux, du coup, notamment de panneaux photovoltaïques en proximité de bâtiments historiques. Et donc des sujets, ce qui est important, je pense la politique, c'est aussi concilier plusieurs objectifs de politique publique en même temps. Donc les choses ne sont pas toujours très simples. Donc là, en l'occurrence, on a une politique publique de développement des énergies renouvelables et puis une politique publique aussi de protection de patrimoine historique. Ça suppose du coup de regarder chaque cas particulier. Et donc je pense qu'il y a un avis des architectes des bâtiments de France avec la possibilité de dire OK pour les panneaux ou pas OK en fonction de l'impact que ça a. Je pense que là, il y a plusieurs cas qui nous sont remontés d'incompréhension. Je pense qu'il y a des choses à améliorer. Pour autant, il ne faut pas qu'on remette en cause totalement ce dispositif-là qui est nécessaire par ailleurs pour protéger notre patrimoine. Il faut qu'on trouve plutôt les voies et moyens de concilier les choses. Et donc, il existe, on a plein d'exemples pour bien intégrer des panneaux photovoltaïques de façon harmonieuse avec les bâtiments historiques. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Alors après, il y a des questions sur une question de Mostafa. Quels sont les moyens de contrôle en place aujourd'hui après la rénovation des bâtiments afin de s'assurer de l'atteinte des objectifs? Donc là, ça pose la question des contrôles sur la performance du coup de la rénovation. Aujourd'hui, il y a plusieurs façons de mesurer cela. Je pense que la première mesure, c'est celle de celui qui habite dans le bâtiment et c'est l'évolution de sa facture. Et donc du coup, le bénéficiaire des travaux est le premier du coup à pouvoir voir de la performance ou pas des travaux qui ont été faits. C'est l'occasion aussi de souligner qu'il y a une nouveauté en 2024 qui est importante, qui accompagne tous les ménages qui veulent s'engager dans la rénovation performante de leur logement, qui est le dispositif Mon Accompagnateur Rénove. Mon Accompagnateur Rénove, c'est un accompagnement individualisé qui permet de travailler sur la définition des travaux les plus performants, sur la façon de les financer, qui permet d'aider à trouver les artisans et qui ensuite fait le suivi aussi des travaux et donc
quelque part donne à voir de ce qui est la performance attendue et nous permet de regarder si finalement le compte y est. Donc je vous invite toutes et tous à utiliser au maximum de plus en plus mon accompagnateur Rénov'. Je pense qu'il ne faut pas le vivre comme étant une obligation en se disant si je veux bénéficier des aides, alors je suis obligé d'aller voir l'accompagnateur Rénov' et traîner les pieds. Non, vraiment le sujet, je pense que ça apporte énormément de choses et notamment pour s'assurer qu'on a à la fin une performance de résultat parce que c'est vraiment ça qui compte. On a des réflexions du coup pour essayer d'aller sur un contrôle ex post un peu plus systématique qui soit pas tant pour vérifier les normes constructives, est-ce que les moyens ont été respectés, mais pour vérifier si finalement le résultat est là à la fin. Donc ça, c'est pas facile comme chantier parce que du coup la mesure n'est pas simple, mais c'est quelque chose sur lequel on souhaite aller de plus en plus. Il y a une question de Guillaume. Prenez-vous en compte la localisation des bâtiments et leur déplacement induit, autrement dit une passoire bien desservie par les transports en commun, n'est-elle pas globalement plus vertueuse qu'une étiquette A ou B en rural? Alors ça, c'est une bonne question et ça illustre le fait que cette planification, en fait, la transition écologique, c'est un sujet compliqué parce que tout est dans tout quelque part et qu'il faut surtout se méfier des zooms sectoriels en regardant qu'un seul des aspects. Et oui, je suis d'accord avec Guillaume, il faut regarder l'ensemble des aspects à chaque fois. Alors la réponse à la question Guillaume, elle dépend d'énormément de configurations, donc il n'y a pas de réponse univoque. Une passoire bien desservie n'est pas nécessairement plus efficace qu'un logement bien isolé en fin fond du rural. Ça va dépendre, par exemple, si le ménage qui est en zone rurale se déplace avec une voiture électrique, par exemple, très clairement, il vaut mieux avoir... il n'y a pas de débat et donc, du coup, l'impact en termes de gaz à effet de serre est bien inférieur. À l'inverse, du coup, dans les transports en commun, il y a encore un certain nombre de cas où les transports n'ont pas été totalement décarbonés. Donc, du coup, on n'est pas encore au minimum de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ma réponse, c'est oui, il faut avoir cette vision globale. Mais par contre, non, il n'y a pas de réponse générale là-dessus. Il faut regarder le cas par cas. Et typiquement, c'est vraiment un sujet à regarder de plus en plus en détail dans les COP territoriales. Une COP, je vous le redis, c'est pas l'État qui arrive et qui dit voilà tout ce que vous devez faire. C'est nous, on met un point de départ de discussion. Et puis ensuite, c'est les particularités du territoire qui vont faire que le plan d'action va évoluer. Donc si je prends votre cas, s'il y a des zones, si l'enjeu, il y a énormément de zones de territoires ruraux avec des enjeux de transport en commun mal desservis ou de transport non décarboné, peut-être que le résultat de la COP, ça va être de dire qu'on met un peu moins d'actions d'énergie, d'argent aussi, dans l'accompagnement de l'ensemble des rénovations et un peu plus dans les leviers de décarbonation et de développement des transports en commun, justement pour équilibrer les choses, parce que dans ce territoire-là, c'est ça l'enjeu. Il y a une question de Jean-Michel, qui, je comprends bien, est maire d'une commune, sur le financement de rénovation des bâtiments publics et les délais de paiement des aides d'État, qui demande si on peut travailler sur une solution de versement par une avance et ensuite des versements jusqu'à la livraison. Alors sur ce sujet-là, du coup, Jean-Michel, je vous renvoie vers votre préfet, et notamment parce que dans le cadre du fonds vert, il y a des crédits qui ont été délégués au préfet et mis à disposition avec des chemins de financement et de paiement qui ont été, me semble-t-il, accélérés de façon à justement pouvoir avoir des versements un peu plus rapides. Je n'ai pas la prétention du coup de connaître chaque cas particulier et donc de ce fait, n'hésitez pas à nous recontacter en bilatéral sur votre point particulier. Au-delà de ça, il y a un dispositif, je souligne, qui a été mis en place par la loi, par Thomas Cazenave quand il était encore député, qui est sur le tiers financement de la rénovation des bâtiments publics. Concrètement, ça sert à quoi? Ça sert à ce que dans certains cas, on ait un tiers, une entreprise de rénovation par exemple, qui porte l'investissement et qui se rémunère au fil du temps sur les économies d'énergie réalisées. Et ça permet que le remboursement des travaux se fasse au moment où on constate sur la facture la baisse de la facture parce que les économies d'énergie ont payé. Et ça, typiquement, ça facilite les situations de trésorerie d'un nombre de collectivités et ça permet d'aller plus facilement sur un certain nombre de rénovations de bâtiments. Ensuite, il y a une question de Célia, quelle place pour les matériaux biosourcés dans la réduction de la consommation d'énergie du bâtiment? Donc là, c'est une très bonne question. Là, je vous ai énormément parlé des émissions directes des bâtiments, donc chauffage, choses sanitaires et puis climatisation, rafraîchissement. Mais je vous ai mentionné très rapidement, trop rapidement probablement au début, qu'il y avait un tiers des émissions du bâtiment qui était au moment de la construction. Et donc là, clairement, les matériaux biosourcés, et donc construire avec plus de matériaux biosourcés, ça fait partie du plan et c'est aussi des choses que l'on suit et qu'on incite. Vous avez en tête que dans la RE 2020, donc les normes constructives, on a intégré des choses sur ce sujet-là.
Et on a aussi du coup un des sujets qui est d'incorporer beaucoup plus de bois. C'est un des matériaux biosourcés dans la construction de logements neufs. Et ça, on l'a mis d'ailleurs dans les objectifs très concrets de chaque territoire dans les COP. C'est un enjeu majeur, non seulement pour baisser les émissions, mais aussi pour améliorer le puits de carbone que représentent les bâtiments, parce que du bois dans la construction, ça stocke le carbone. C'est aussi bien que la forêt, entre guillemets, sauf que là, c'est dans les immeubles et pas sur pied. Il y a une question après de Mathias, au-delà des aides, quid de la formation des jeunes et des formateurs à la rénovation? La main-d'œuvre existante, elle est en capacité d'absorber le volume des travaux. Ce qui me permet du coup de montrer quelques visuels que je n'avais pas encore eu l'occasion de vous montrer, qui est un travail qu'on a fait récemment dans l'équipe. Il y a Emmanuel Schneider qui s'occupe de ça. Vous avez du coup une première... on a fait le travail de se dire, vous savez que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de se dire la planification écologique, oui, c'est des objectifs environnementaux, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi une politique industrielle, parce qu'il faut réindustrialiser le territoire pour réduire l'empreinte carbone, parce qu'il faut aussi développer en France tous les biens qui sont nécessaires et les dispositifs pour pouvoir baisser nos émissions, parce que ça serait un échec que d'importer massivement nos voitures électriques, nos pompes à chaleur, nos électrolyseurs pour faire de l'hydrogène, et donc il faut reproduire en France. Ça vaut aussi pour les secteurs de la construction et du bâtiment. Et puis derrière tout ça, il y a des sujets d'emploi, de compétences, de formation. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ce petit graphique-là. Vous voyez du coup qu'on a chiffré quel était l'ensemble des emplois qui étaient concernés de près ou de loin par les sujets de planification écologique. Et donc, il y a à peu près 8 millions d'emplois aujourd'hui en France qui sont directement concernés, qui sont dans un des secteurs d'action de planification écologique. Donc, c'est beaucoup. Et ça, vous avez le détail sous les yeux, notamment de la partie bâtiment, mais vous avez aussi l'ensemble des autres enjeux. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il faut mettre ça au regard du coup de l'évolution qui est nécessaire. À la fois, il nous faut plus d'emplois parce qu'on a plus de volume d'activité, on a besoin de plus de rénovation demain, donc plus d'emplois dans la rénovation énergétique. Et puis par ailleurs, il y a un enjeu de renouvellement de génération. Il y a beaucoup de départs à la retraite qui sont prévus dans les prochaines années, et donc de ce fait, il nous faut énormément de nouveaux emplois formés. Et donc les chiffres qu'on a à disposition, c'est autour de 200 000 emplois nouveaux formés dans la rénovation énergétique d'ici 2030. Sachant qu'il y a des incertitudes, c'est entre 150 et 350 globalement, et ça vous donne l'ampleur du sujet. Et ça, vous avez une petite carte qui vous montre que c'est intéressant de regarder ça au niveau global, mais ce qu'il faut, c'est le regarder aussi bassin de vie par bassin de vie, bassin d'emploi. Et donc là, vous avez sous les yeux la carte des besoins supplémentaires en emploi localisés. Et donc là, vous y voyez qu'il y a des zones vraiment qui vont être beaucoup plus en tension, et donc ça donne des indications importantes aussi sur là où on peut trouver du travail demain, mais aussi sur le besoin de formation, la localisation de tous les centres de formation. Donc c'est un travail, on est associé, le SGPE est associé avec France Travail sur ce sujet-là, donc avec Thibaut Guilluy notamment. C'est des échanges réguliers qu'on a, nos équipes travaillent ensemble, parce que c'est vraiment intimement lié. Alors, on a une question ensuite. Antoine, j'ai oublié de la prendre, celle-là. Quelle action de l'État pour faciliter l'effort de structuration de filières, des matériaux biosourcés notamment? Alors peut-être plusieurs choses. Je pense que deux remarques. La première, c'est que bien sûr, l'État a un rôle à jouer pour aider la structuration de filières. Donc on a à la fois, comme je l'ai dit, des questions sur la formation, l'emploi. Dans France 2030, il y a beaucoup de crédits qui sont mis sur la table pour aider la structuration du coup des filières de formation nouvelles. Il y a aussi la structuration qui se fait par la demande. Quand on met en place des aides pour les Français pour accompagner les travaux de rénovation, on sécurise des volumes d'activité et donc on donne de la visibilité à la filière. D'ailleurs, le travail de planification, à mon sens, c'est un travail qui donne de la visibilité pluriannuelle aux besoins de rénovation et donc qui permet aussi aux différents acteurs de pouvoir se mobiliser en face pour répondre à cette demande-là. Et après, mon deuxième point, c'est que je pense qu'il ne faudrait surtout pas qu'on se limite à quel est le rôle de l'État dans tout ça. Je ne mésestime pas qu'il existe, je l'ai dit, mais je pense que il faut essayer de sortir du fait que rien ne se fait sans le soutien de l'État à chaque niveau, etc. Je pense qu'il y a vraiment, pour le coup, une mobilisation de toutes et tous au sein des entreprises, du secteur d'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui se font de mobilisation et je pense qu'il y a, dans plein de cas, les gens n'attendent pas l'État pour pouvoir lancer les actions de formation, de mobilisation, de structuration et c'est une très bonne chose. J'ai plein d'exemples en tête d'écosystèmes qui se sont montés pour pouvoir répondre de façon de qualité et massive du coup à ce point-là et je pense que c'est vraiment très important. Il y a ensuite du coup une question d'Adrien qui demande si des travaux sur l'harmonisation des contrôles C2E, MaPrimeRénov', RGE sont prévus.
Donc là, c'est un chantier clairement sur lequel on travaille. Je l'ai très rapidement évoqué tout à l'heure, notamment pour avoir déjà les mêmes types de critères entre ces différents dispositifs. Je pense que sinon, si on a plein de critères différents, ça rend les choses plus compliquées et moins lisibles, et puis deux, ça rend les choses beaucoup plus difficiles à contrôler. Deuxièmement, on travaille pour passer dans un système de contrôle a priori des artisans vers un système de contrôle beaucoup plus systématique des travaux faits. Je pense que ce ne sera pas dès demain, mais je pense que c'est vraiment une perspective et puis vers laquelle on veut aller. Il y a une question de François ensuite sur la construction neuve. L'utilisation de produits bois a été présentée comme un levier de baisse important de l'empreinte carbone de la construction des bâtiments, mais les puits diminuent. Quelles vont être les conséquences de cette baisse? Donc là, François, vous mettez le point sur un sujet important et qui me tient à cœur, qui est plus généralement la question de la biomasse et du bouclage biomasse. Donc vous avez raison que oui, la production de bois en France est en train de baisser, alors même que les forêts françaises sont de plus en plus grandes chaque année. Je vous l'avais déjà dit dans un précédent live, entre 2010 et 2020, la croissance de la forêt française, donc la production française de bois, a été divisée par 2 à cause du changement climatique. Parce qu'il fait plus chaud, il y a moins d'eau, les arbres poussent moins vite, et puis il y a plus de mortalité de nos forêts. Et donc, il faut qu'on compose avec ça. Et d'ailleurs, les scientifiques nous disent que il y a un risque encore que, de nouveau, on ait une division par 2 entre 2020 et 2030. Et donc là, et je vous renvoie vers une autre publication, on aura probablement l'occasion de faire un live dédié sur ces questions de bouclage biomasse, de forêt, parce qu'ils sont vraiment très structurants, donc là je ne développe pas beaucoup plus, mais vous avez une publication sur notre site en ligne qui fait un point très précis là-dessus et qui projette de ce fait quelle est notre capacité de prélèvement du bois de la forêt française. Donc je vais directement au résultat. Pour une mauvaise raison, sur les 10 ans qui viennent, on a en réalité plein de bois qui est disponible parce qu'il y a une mortalité qui s'est accrue. Et donc on a beaucoup de bois qu'il faut qu'on arrive, qui est du bois mort, qu'il faut qu'on sorte de la forêt le plus vite possible. Et donc on a des grandes quantités de bois et on a un enjeu majeur à ce que ce bois, il ne pourrisse pas sur site mais qu'il soit récupéré, notamment pour le mieux, la meilleure récupération du bois. C'est du bois qui est utilisé ensuite pour la construction parce que ça pérennise le puits de carbone. Donc là, on a assez de bois en théorie du coup pour satisfaire notre besoin. Notre enjeu, c'est d'arriver à le prélever correctement, le ramasser, et puis c'est aussi d'arriver à avoir les bonnes filières de transformation du bois, de façon à ce qu'on évite quelque chose qui est encore malheureusement une réalité en France, qui est qu'on exporte une grande partie de notre bois brut et on importe une grande partie de notre bois transformé. Ça, il faut qu'on arrive à renverser la tendance, c'est un enjeu d'industrialisation, de transformation de la filière. On a mis en 2024 des moyens très importants, on a mis 500 millions d'euros d'aide publique d'État sur la filière bois, à la fois pour aider à planter, mais aussi pour la filière de transformation, et donc ça, c'est un sujet qu'on prend vraiment à bras-le-corps. Une question d'Hélène qui dit « Même si je suis largement favorable à la rénovation globale performante, ne faut-il pas avoir en tête dans la planification que décarboner vite, c'est aussi permettre aux passoires de pouvoir décarboner leur vecteur énergétique ?» 100% d'accord, et c'est pour ça qu'on essaye de tenir l'équilibre dans le plan. Pour mémoire, l'objectif qu'on avait fixé pour 2024, c'était 500 000 changements de vecteurs et 200 000 rénovations performantes. Et donc, c'est exactement ce que vous dites. Pour avoir du résultat rapide, il faut changer de vecteur. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est que le changement de vecteur il se fasse au maximum dans des logements qui sont relativement bien isolés. Donc, on peut dire dans un premier temps les étiquettes ABCD et peut-être idéalement ABCD, on pourrait aller jusqu'à E et d'éviter de changer seulement le chauffage dans une passoire. Là, il vaut mieux faire aussi l'isolation. Mais c'est bien les deux qu'il faut faire en même temps de façon à pouvoir atteindre le bon rythme. Une question de Madeleine. Comment peut-on travailler avec les services de l'État pour avancer sur l'incorporation de biochar dans le ciment béton et débloquer le développement de cette solution? Donc là, je vous renvoie à une très précise à des travaux qui sont en cours avec le CSTB sur ces sujets-là. Donc, je pense qu'il faut aller voir le CSTB et aller voir aussi les services de la DHUP au ministère qui suivent ces sujets avec attention. Une question de Christophe. Avez-vous prévu de coordonner une réflexion avec les acteurs énergéticiens afin de lever les barrières du dernier kilomètre pour faciliter le déploiement de solutions de tiers-financement sur des copropriétés? Donc là, pareil, une question précise. Donc, en règle générale, oui, on a besoin de continuer à développer on travaille avec les énergéticiens. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées dans les copropriétés. D'ailleurs, les chiffres décollent. Là, on voit de plus en plus de rénovation énergétique dans les copropriétés. C'est une bonne chose. Et il faut continuer à aller encore plus loin là-dessus. On arrive bientôt à la fin. Donc, je pense que je vais prendre les 2 dernières questions.
N'aurait-il pas fallu instaurer, donc question de Florent, n'aurait-il pas fallu instaurer des garde-fous en 2024 pour éviter que des pompes à chaleur soient installées et financées en partie par MaPrimeRénov' dans les passoires thermiques? Donc là, c'est ce qu'on avait fait au tout début de l'année. Le volume du coup de demande s'est effondré et on pense que c'est quand même mieux, ce qui est le plus prioritaire, c'est d'avoir des résultats de décarbonation et donc on a réouvert la possibilité à titre transitoire pour 2024 de changer, de mettre une pompe à chaleur même dans une passoire. C'est quelque chose qu'en 2025, on l'interdira. Et donc, de ce fait, je pense qu'on est aligné avec vous sur notre objectif. Et puis, une toute dernière. Peut-être la question de Patrick, qui dit que qui souligne que l'importance de la baisse dans les délais très courts justifie de mettre l'accent sur la décarbonation plutôt que la rénovation. Comment arriver à concilier efficacité et rapidité en restant compatible avec une rénovation globale à terme? Donc là, vraiment, je pense que alors j'ai commencé à y répondre juste avant, on a vraiment nos deux pieds. Il faut qu'on enclenche des rénovations performantes, structurelles, le plus tôt possible et d'une ampleur la plus grande possible dans le parc, mais en étant conscience que ça va prendre du temps. Et là, je pense que c'est important de souligner que dans le plan, nous, on vise qu'en 2030, on ait 10% de l'ensemble du parc du logement qui ait fait l'objet d'une rénovation performante. Et donc, 90% des logements n'auront pas fait l'objet d'une rénovation performante en 2030. Et quelque part, ça n'est pas grave au sens où ça suffit, toutes choses égales par ailleurs, avec les autres actions qui sont engagées, pour atteindre le point de passage 2030 de moins 55%. Et en parallèle, il faut aller le plus vite possible sur la décarbonation des vecteurs de chauffage. Et ça suppose qu'on y mette beaucoup d'énergie collective, qu'on développe non seulement les pompes à chaleur, mais aussi le biogaz, mais aussi les réseaux de chaleur, très importants. Donc là, on a un objectif de doublement des logements qui sont desservis par les réseaux de chaleur à l'horizon 2030, de façon à pouvoir relever ce grand défi de la décarbonation. Je pense que le live touche à sa fin. Je voudrais vous remercier de votre assiduité. On est bien sûr, donc j'ai pas pu répondre à toutes les questions, il y a toujours un côté un peu frustrant dans l'exercice. Merci pour votre soutien, pour votre mobilisation. Je vous invite vraiment tous à rejoindre les travaux des COP régionales, qui sont un lieu aussi d'action très immédiate, très directe. Encore une fois, cette transition, ça n'est pas juste un sujet de l'État, c'est un sujet de nous tous collectivement, c'est une mobilisation générale. 50% de la baisse d'émissions, c'est les entreprises, 25% les pouvoirs publics, 25% nous tous, les ménages. Et donc c'est là-dessus qu'il faut aller à fond. Et encore une fois, il y a le carbone et puis il y a le reste. On aura l'occasion dans des prochains lives de revenir aussi sur les autres enjeux qui ne sont pas nécessairement les enjeux climatiques, parce que la biodiversité, c'est tout aussi important que le climat. Merci à tous, bon appétit, à très vite.